Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le quatrième résumé des cours de physique, noyaux, masse et énergie. Deuxième et dernière partie de la radioactivité. On commence. Alors, premièrement, l'équivalence masse-énergie. Alors, d'une façon très simple, toute particule de masse m au repos, elle possède une énergie appelée énergie de masse. C'est la première fois que vous étudiez ça. Les formes d'énergie, soit l'énergie calorifique, l'énergie thermique, l'énergie solaire, l'énergie cinétique, l'énergie de potentiel. Il y a plusieurs, l'énergie potentielle de pesanteur que vous avez vu. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'énergie de masse. Voilà. La relation, elle est donnée par M. Einstein. Si un corps, il possède au repos, le voilà, une masse m, quel est l'équivalent de son énergie? C'est E égale à m fois c au carré. Voilà, relation d'Einstein. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Avant, la masse est en kilogrammes, bien sûr. C, c'est la célérité, c'est une constante en mètres secondes moins 1. Et par conséquent, dans le système international, c'est le joule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ça, c'est le cas général. Si vous avez une particule, alors on déduit que toute variation de masse delta n d'un système au repos, un système, un corps, un proton, un neutron, un atome, un noyau, c'est sa masse varie d'une certaine quantité delta n. Cette quantité de masse, elle s'est transformée à une énergie. Voilà ce que j'ai écrit ici. S'il y a une variation de masse delta n d'un système au repos, cette variation, elle correspond à une variation de son énergie de masse telle que, on va utiliser la relation précédente, une variation d'énergie, elle est due à une variation de masse. Et c'est surtout cette relation qu'on va utiliser dans la suite des cours et des exercices. Voilà. Pour cela, puisqu'on va parler des atomes et des noyaux, donc on va parler des particules qui sont microscopiques. Donc 1 gramme ou bien 1 kilogramme, c'est une grande unité. Alors on va utiliser une unité qui est adéquate avec les particules, ce qu'on appelle unité de masse atomique. C'est quoi une unité? Un U, c'est la masse d'un atome de carbone sur 12. Voilà la valeur. Donc, ce n'est pas la peine de la prendre par cœur, elle sera donnée dans les exercices. Alors, au lieu du kilogramme, on va utiliser le U. Mais toujours le kilogramme, il va rester l'unité internationale. Alors, pour l'énergie aussi, on ne va pas utiliser le joule, on va utiliser ce qu'on appelle électron-volt ou bien méga-électron-volt, tel que 1 électron-volt égale à 1,6 10 puissance moins 19 joules, ou bien 1 méga, c'est 1 million, c'est-à-dire 10 puissance 6. Si vous multipliez par 10 puissance 6, on aura 10 moins 13. Alors, on va voir ça au cours des exercices. Alors, exemple. Si je prends une particule qui a une masse 1U, alors ici je calcule son énergie d'après la relation d'Einstein, on va trouver à peu près 931,5 méga-électron-volts. On va utiliser ça et on va voir son utilité dans la suite des exercices. Alors maintenant, ce qu'on appelle le défaut de masse d'un noyau. C'est quoi le défaut de masse d'un noyau? J'explique. Si je prends un noyau, par exemple le noyau d'hélium, il est composé de 2 neutrons et 2 protons. Lorsqu'ils sont rassemblés, lorsqu'ils sont liés, leur masse elle est différente de leur masse séparée, même si on a les mêmes particules. C'est un peu bizarre, mais on peut l'expliquer. Alors cette différence des masses entre le noyau et ces mêmes particules, c'est ce qu'on appelle, c'est pas la différence de masse, on dit le défaut de masse. En plus de ça, remarquez que la masse des nucléons séparés est plus grande que la masse des nucléons réunis ou bien liés sous forme d'un noyau. Alors, c'est ce qu'on va expliquer. Maintenant, on va juste définir le défaut de masse. Alors, comment on va calculer le défaut de masse? C'est la différence des masses entre les nucléons. Ça, c'est la masse des nucléons. Combien nous avons de protons? Nous avons Z protons. Combien nous avons de neutrons? Nous avons A moins Z neutrons. Alors, tout ça, c'est les nucléons séparés. Moins, et on va retrancher la masse du noyau rassemblé, d'accord? Donc, ce sont les particules, les nucléons séparés, moins la masse du noyau. Cette différence, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Elle est positive parce que les particules, les nucléons, ils ont une masse supérieure au noyau.
Alors, cette masse, à quoi sert cette masse? D'après ce qu'on a vu ici, c'est la masse varie, c'est-à-dire il se transforme en énergie. Où va cette énergie? Où on va trouver cette énergie? Eh bien, c'est cette énergie, elle sert à former le noyau. C'est pour lier, c'est comme une colle. D'accord? C'est comme si vous mettez de la colle pour coller les neutrons et les protons. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Alors, quelle est la valeur de l'énergie de liaison? Ben, on va utiliser la relation d'Einstein, tout simplement. L'énergie ES est égale à ce défaut de masse, cette variation de masse fois C au carré. Et je remplace delta 1 par l'expression. Donc, ces deux expressions, c'est à apprendre par cœur. Ben, on va les apprendre au fur et à mesure avec les exercices. Alors, la signification de l'énergie de liaison. C'est quoi l'énergie de liaison dans le sens, par une petite phrase? C'est l'énergie qu'il faut donner à un noyau pour le casser, pour séparer ce nucléon. Je l'ai écrit ici. C'est l'énergie minimale nécessaire pour séparer le nucléon d'un noyau. Si les nucléons sont collés, au lieu de l'énergie, je prends la force. S'ils sont liés par une force de 10 newtons, alors si pour les séparer, il faut appliquer une force de 10 newtons aussi. Voilà, c'est ça la signification. La suite. Alors, l'énergie de liaison qu'on a vue n'est pas suffisante. On va calculer ce qu'on appelle l'énergie moyenne ou bien l'énergie de liaison par nucléon. C'est quoi? C'est tout simplement, quand vous calculez l'énergie de liaison d'un noyau, vous allez la diviser par le nombre de tous les noyaux. C'est comme si vous allez calculer quelle est la valeur de chaque nucléon. Si vous avez par exemple 10 joules pour 10 nucléons, c'est comme si vous avez 1 joule pour chaque nucléon. C'est l'énergie moyenne. À quoi sert cette énergie? Ça nous donne une idée de la stabilité du noyau. De plus en plus que l'énergie par nucléon est grande, de plus en plus cela veut dire que le noyau il est très lié, donc il est très solide. J'ai mis ici un exemple. Donc ça c'est l'unité, j'ai oublié. L'unité on dit pas joule, on dit joule par nucléon ou bien mégaélectronvolts par nucléon. Voilà. Alors j'ai mis ici une phrase. Si dans un exercice vous calculez l'énergie de liaison d'un noyau numéro 1 et vous trouvez qu'elle est supérieure à l'énergie de liaison d'un deuxième noyau, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que le noyau 1 est plus stable que le noyau 2. Je n'ai pas dit que le noyau est stable. J'ai dit qu'il est plus stable que le deuxième noyau. La suite. Alors, M. Aston, il a utilisé cette énergie de liaison moyenne par nucléon pour comparer la stabilité de tous les noyaux qui existaient. Alors, il a mis une courbe. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a ici dans l'axe? C'est le nombre de masse A, le nombre total des nucléons. Ici, vous avez l'énergie de liaison moyenne. Ne vous inquiétez pas, ne tenez pas compte du moins, parce qu'en réalité, cette énergie, on la prend négative. Alors, sans regarder le moins, d'accord? Alors, vous avez ici le noyau d'hydrogène H2, un autre isotope 3. Ici, vous avez plusieurs noyaux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Si je prends ce noyau, quelle est sa valeur, son énergie? C'est à peu près 3. Mais si vous prenez ce noyau, c'est presque 9. Donc 9 est supérieur à 3. Donc les noyaux qui sont en bas, ils ont une grande énergie par rapport à ces noyaux qui sont ici ou bien qui sont dans ce côté-là. Alors de plus en plus que vous êtes en bas, de plus en plus que l'énergie est grande. Donc ces noyaux, ils sont beaucoup plus stables que ceux qui sont en haut ici à gauche et ceux qui sont en haut ici à droite. Alors pour cela, le diagramme, on va le partager en 3 parties. Cette première partie, c'est-à-dire ici, et la deuxième partie entre 40 et à peu près 190, et 190 et au-delà. Donc la première zone ici et la deuxième. Celle qui est au milieu, on va dire ce sont les noyaux les plus stables, entre 40 et 190. Ils ont une grande énergie. Les autres qui sont les noyaux légers, ils ont une énergie un peu inférieure, et les noyaux lourds, ils ont une énergie un peu inférieure, ils sont moins stables. Donc cette partie, ce sont les noyaux les plus stables, à gauche moins stables, et à droite, ils sont moins stables, ou bien on va dire instables. Pour cela, avant de voir la suite, que les scientifiques, ils ont pensé que les noyaux qui sont ici légers, pour augmenter leur
énergie de liaison, alors on doit augmenter leur nombre de masses. Au lieu d'avoir 10 ou 20 ou 30, c'est préférable d'avoir 40 ou 60 pour qu'ils deviennent plus stables. Alors, si on fusionne les noyaux, par exemple, on prend deux noyaux légers, et si on arrive à les fusionner, donc leur somme, elle va augmenter le nombre de masses, et ils vont passer à un état plus stable. Par contre, les noyaux qui sont lourds, ils ont un grand nombre de masses, ils sont moins stables. Si on veut qu'ils deviennent plus stables, il faut diminuer leur nombre de masses. Donc, il faut les casser. On dit on va faire la fission des noyaux. On va casser, on va scinder le noyau. Alors, c'est ce qu'on appelle la réaction de fission. Et celle-là, c'est ce qu'on appelle la réaction de fusion. Voilà. Pourquoi la fission? Pourquoi la fusion et la fission? C'est pour rendre les noyaux plus stables. Et on va voir d'autres intérêts dans la suite. Alors, voilà la courbe d'Aston. Une autre explication. Donc, on a parlé de la fission nucléaire. Donc, c'est quoi la fission? Tout simplement, c'est un noyau lourd scindé en deux noyaux plus légers. Alors, il faut faire une petite remarque. La fission nucléaire, ce n'est pas une réaction spontanée. C'est l'homme, c'est l'être humain, ce sont les scientifiques qui réalisent cette réaction. Donc, elle n'est pas spontanée, elle est provoquée. Au contraire de alpha, bêta moins, bêta plus et gamma. Je prends un exemple. Alors, le noyau lourd de l'uranium, vous voyez 235. Alors, comment on peut casser ou bien on peut fragmenter ce noyau? Alors, on va le bombarder par un neutron. On va prendre un neutron, on va l'accélérer et le neutron, il va heurter, il va frapper le noyau et comme ça, il va le casser en deux noyaux. Ici, nous avons le noyau pair, l'uranium, il est fragmenté, il est fissionné par le neutron. On a obtenu deux noyaux plus légers, 94 et 139, le strontium et le xénon. Alors, au cours de cette fission, il y a des neutrons qui s'échappent. Voilà, parfois deux, parfois trois neutrons qui s'échappent de la réaction. On va voir leur utilité après. Alors maintenant, on passe à l'autre exemple. Voilà, j'ai mis ici un schéma avant de voir la fusion. Voilà, vous avez ici un noyau d'uranium, il est lourd, il y a beaucoup de nucléons. Et voilà le neutron qui va arriver avec une grande vitesse. Il va heurter, le noyau, il va le déranger puisqu'il est instable, il est facile à casser. Puis on va avoir le premier noyau, puis le deuxième noyau, et ici vous avez quelques neutrons, deux ou bien trois neutrons qui vont s'échapper. Ce n'est pas la peine de voir ça, il y a des rayonnements alpha, bêta. Ben ça, on ne va pas le prendre en considération. Voilà, je passe. La fusion nucléaire, ce sont les noyaux légers. Alors, c'est ce que j'ai expliqué dans la courbe d'Aston. Alors, deux noyaux légers, ils vont fusionner pour former un noyau plus lourd. D'accord? Pour s'approcher de la zone de stabilité. Je prends un exemple. Les noyaux légers, par exemple, l'isotope d'hydrogène 1,2 et l'isotope d'hydrogène 1,3. Ils vont nous donner un noyau plus lourd. Il va rester un neutron. Voilà, ça c'est une fusion. Voilà, c'est une réaction aussi provoquée. Ce n'est pas une réaction spontanée. Voilà, vous avez ici ce qu'on appelle le deutérium, le tritium, l'hélium et un neutron. Voilà, voilà un petit schéma. Vous avez l'hydrogène H12 et l'hydrogène H13, le deutérium, tritium. Alors, si on arrive à les combiner, à les rassembler, ils vont se fusionner. Voilà, ils vont dégager de l'énergie. Et puis, il y aura formation de l'hélium et il y a une fuite d'un neutron. Voilà, on va voir l'utilité de la fission et de la fusion. Alors, au cours d'une réaction nucléaire, toutes les réactions nucléaires, que ce soit les réactions spontanées ou bien les réactions provoquées, il y a toujours une énergie libérée. La réaction, il nous produit de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie libérée. Alors, pourquoi tout d'abord il y a une énergie libérée? Parce qu'au cours d'une réaction nucléaire, il y a toujours variation de la masse du système. C'est-à-dire, si vous comparez la masse des réactifs et des produits, elle n'est plus la même. Il y a toujours diminution. Les produits, ils ont une masse inférieure à la masse des réactifs. Cette masse, on a bien expliqué, elle se transforme en
énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie libérée. Alors, comment on va la calculer? On va toujours utiliser la relation d'Einstein. La variation de l'énergie du système, c'est égal à la variation de sa masse fois C au carré. Alors, il reste à préciser, c'est quoi la variation de la masse? J'ai oublié de le dire avant. C'est quoi le delta? La variation, d'après les années précédentes, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. C'est-à-dire, ce que vous avez à droite, les produits, c'est la masse des produits, moins la masse des réactifs. Cette différence de masse, ça s'appelle aussi le défaut de masse, comme on a vu pour le noyau. On va le multiplier par la constante C au carré. Pourquoi elle est négative? Parce que la masse des produits est inférieure à la masse des réactifs. Il y a perte ou bien diminution de la masse. Alors, pour simplifier les calculs, c'est quoi l'énergie libérée? C'est cette énergie de la réaction en valeur absolue, tout simplement. Dans notre programme de terminale, on ne va pas considérer la valeur moins, on va prendre l'énergie libérée, c'est ça en valeur absolue. Voilà, j'ai mis ici des valeurs absolues, donc valeur absolue de la masse, et je reprends la même relation précédente. Voilà, donc c'est le mot pour que la valeur devienne positive. Ou bien vous dites l'énergie libérée égale à moins delta E, ou bien on va respecter le programme en valeur absolue. Voilà, c'est très important et c'est très utilisé dans les exercices. Avant de voir la suite, toutes les réactions nucléaires, leur avantage, c'est qu'ils produisent de l'énergie. D'où vient cette énergie? C'est ce qu'on appelle le défaut de masse. C'est toujours la masse des produits, elle est inférieure à la masse des réactifs. Il y a toujours une perte de masse et cette masse, elle se transforme en énergie. Voilà, la suite. Voilà, on va parler du diagramme d'énergie. Alors, c'est quoi un diagramme d'énergie? Si vous voulez le comparer, on va comparer la réaction nucléaire, qui est une réaction physique, avec la réaction chimique. Quand vous dressez le tableau d'évolution, il y a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. C'est pareil ici pour une réaction physique nucléaire. On va parler de l'état initial, l'état intermédiaire et puis l'état final. On ne va pas se contenter seulement de l'état initial et l'état final. Voilà, je prends un exemple. L'exemple de la fission de l'uranium qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'uranium, il s'est scindé en deux noyaux, les voilà. Alors on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors voilà ce que nous avons dans l'état initial, voilà ce qu'on a obtenu dans l'état final. Mais avant de passer, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir les deux noyaux? C'est comme si on va détailler un petit peu théoriquement. Comment on fait? On prend un axe qu'on appelle l'axe de l'énergie, que ce soit en électronvolts ou bien en joules. Et je précise l'énergie de l'état initial. Voilà, l'énergie de l'état initial. Qu'est-ce que nous avons dans l'état initial? Nous avons un noyau d'uranium et un neutron. Le neutron, il va frapper le noyau d'uranium pour nous donner un état final. Voilà, je prends l'état final et on obtient deux noyaux, le strontium et le xénon, plus 3 neutrons. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé entre l'état initial et l'état final? Alors, pourquoi l'uranium? L'uranium, il n'est pas très stable. Voilà, lorsqu'il est bombardé par un neutron, on va imaginer, c'est comme si tous les nucléons, ils vont se séparer pour se réarranger à nouveau, pour s'organiser à nouveau. Alors, pour séparer tous les nucléons, le neutron, il doit donner une énergie nécessaire et suffisante. Alors, quelle est l'énergie suffisante ou bien minimale pour séparer tous les noyaux? Bien, c'est son énergie de liaison, ce que je vais mettre ici. Donc, plus, ça veut dire quoi plus? C'est-à-dire, si nous, on va donner de l'énergie au noyau pour le casser. Donc, quelle est l'énergie minimale pour casser et séparer les nucléons? C'est son énergie de liaison d'après la définition. Alors, dans ce cas, on n'a plus un noyau, on a des nucléons. Alors, combien nous allons avoir de protons? 92 protons. Combien nous allons avoir de neutrons? 235 moins 92. N'oubliez pas le proton plus le neutron ici. En total, vous allez avoir 144 neutrons. Alors, ces nucléons séparés, on n'a plus de noyaux, ils vont se réorganiser à nouveau pour former deux noyaux. Alors, pour former un noyau, il faut de l'énergie. D'où vient cette énergie? Eh bien, ils vont perdre de la masse.
pour former un noyau, il faut de la masse pour avoir de l'énergie de liaison. Donc, ils vont perdre de la masse. Donc, ça va être une énergie négative. Donc, je vais mettre ici moins l'énergie de liaison pour former le premier noyau. Et aussi, vous avez un deuxième noyau, moins l'énergie de liaison pour former le deuxième noyau. Alors, ça, c'est comme si vous donnez de l'énergie pour séparer le noyau. Donc, plus, ça va augmenter vers le haut. Et ces nucléons, ils vont perdre de la masse. Qu'est-ce qu'on a dit? La masse, c'est une énergie. Ils vont perdre de la masse pour former un noyau avec une certaine énergie. Donc voilà, moins l'énergie de liaison pour former le noyau strontium, moins l'énergie de liaison pour former le noyau du xénon. Voilà, maintenant, si on compare l'énergie initiale et finale, pourquoi je mets ici en bas? Parce que l'état final, elle a moins d'énergie, d'accord? C'est plus stable. Voilà, donc la différence, c'est ce qu'on a appelé, voilà, la variation delta E qu'on a calculée. Vous voyez, cette variation, elle est négative. Donc, on passe d'une valeur supérieure à une valeur inférieure. Et comment on peut calculer l'énergie libérée? Soit vous prenez la valeur absolue de delta E, soit vous dites que delta E égale à moins l'énergie libérée. Si ce n'est pas clair, je prends des numéros, des valeurs numériques. Si l'énergie de l'état initial est 10 et l'énergie de l'état final est 8, alors on est passé de 10 à 8. Donc le système a perdu de l'énergie. Et c'est quoi delta? C'est la valeur finale moins la valeur initiale, c'est-à-dire 8 moins 10, ça fait moins 2. Alors si vous faites moins 2, donc l'énergie libérée c'est égal à plus 2. Voilà, on va voir ça dans les exercices. Voilà, donc ici on va faire on va essayer de formuler une autre relation pour calculer delta E. Comment on calcule delta E? On a vu une première relation, c'est delta 1 fois C au carré. Parfois, on peut utiliser cette relation. Donc c'est quoi le bilan? C'est quoi delta E? C'est ce qu'on a ajouté. Alors, et puis il faut retrancher ce qu'on a retranché ici. C'est-à-dire c'est plus EL d'uranium, moins EL du strontium, moins EL du xénon. C'est ce que je vais écrire. Voilà, donc quelle est la variation de cette énergie? Voilà, c'est ce que vous avez ajouté ici et vous retranchez ce que vous avez perdu ici. Donc c'est EL de l'uranium et moins EL du strontium et moins EL du xénon. Voilà, donc ça c'est une deuxième relation. On a vu ça dans le résumé du cours. D'une manière générale, c'est quoi la variation d'énergie? C'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. C'est la différence de l'énergie initiale et de l'énergie finale. Si ce n'est pas très clair, on va voir un deuxième exemple. Je prends la fusion. Deux noyaux d'hydrogène qui vont fusionner pour donner l'hélium et un neutron. Et je commence. Voilà l'axe de l'énergie en électronvolts ou bien en joules. L'état initial, qu'est-ce que nous avons dans l'état initial? Deux noyaux. Voilà. Ces deux noyaux, ils vont fusionner pour donner un état final où on a un noyau plus lourd et un neutron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'état initial et l'état final? Il y a ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Ces deux noyaux, puisqu'ils ne sont pas très stables, c'est comme s'ils vont se dissocier. Donc ce noyau, ces nucléons ils vont se séparer et les nucléons ils vont ici se séparer pour former un nouveau noyau. Alors pour séparer les noyaux de H12, on va lui donner de l'énergie. Donc je vais mettre ici plus l'énergie de liaison nécessaire pour séparer les noyaux. Alors pour séparer les noyaux du deuxième, la même chose, on va lui donner de l'énergie. L'énergie minimale qu'il faut lui donner, c'est son énergie de liaison. Alors, on n'a plus de noyaux. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons des nucléons. Combien de protons? Nous avons 1 et 1. Ça fait 2 protons. 2 moins 1, ça fait 1 neutron. 3 moins 1, ça fait 2 neutrons. 1 et 2, ça fait 3 neutrons. Alors, on a cassé les noyaux. On a séparé les nucléons. Voilà, vous avez des nucléons séparés. Ils vont se rassembler de nouveau pour donner l'hélium. Alors, pour former un noyau, il faut de l'énergie, comme j'ai expliqué. D'où vient cette énergie? Ben, ces nucléons, ils vont perdre de la masse pour former un noyau. Donc, ils vont perdre de la masse. Je vais mettre ici. La quantité nécessaire, c'est moins l'énergie de liaison nécessaire pour former le noyau de l'hélium. Ça, ce n'est pas un noyau.
D'accord? Ça, ce n'est qu'une particule, donc il n'a besoin d'aucune énergie. Voilà, donc la variation de l'énergie de tout le système, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Elle est négative, comme je l'ai expliqué. Alors, elle est égale à moins l'énergie libérée, ou bien en valeur absolue égale à l'énergie libérée. Si on veut calculer la variation de l'énergie sans utiliser delta M fois C au carré. Donc, cette variation, elle est due à quoi? Alors, on va prendre les énergies qu'on a données, on a ajouté au système, et retrancher les énergies qu'on a perdues pour former l'état final. Et on aura la même équation, ce qu'on appelle le bilan énergétique. Donc, il y aura toujours la même expression. C'est l'énergie des liaisons des réactifs qui sont toujours positifs, moins l'énergie des produits. Ça à prendre par cœur. Delta E, vous avez deux relations pour calculer delta E, soit delta M fois C au carré. Si vous n'avez pas dans l'exercice delta M, alors vous utilisez, c'est l'énergie de liaison des réactifs directement, moins l'énergie de liaison des produits que vous pouvez voir sur le diagramme. Alors, je vais prendre un troisième exemple. Je prends une désintégration spontanée, par exemple alpha. Le radium, il va nous donner un noyau alpha plus le noyau fils, le radon. Alors on va tracer, donc je vais aller plus vite. Donc l'état initial, nous avons le radium. Donc l'état final, nous avons deux noyaux, voilà, l'hélium et le radon. D'accord? Alors le radium, il ne passe pas directement à l'état final. Donc le radium, on va séparer ce noyau. Alors pour séparer ce noyau, je le redis, il faut lui donner l'énergie minimale, c'est son énergie de liaison. Donc plus, donc la flèche c'est vers le haut, elle va augmenter, on va lui donner de l'énergie. Donc on n'a plus de noyau, on aura 88 protons, 226 moins 88, ça fait 138 neutrons. Donc le noyau, on l'a cassé, on lui a donné de l'énergie. Ce n'est plus un noyau, ce sont des nucléons séparés. Ces nucléons, ils vont se rassembler, se réunir pour former le noyau. Mais ici, vous allez avoir deux noyaux. Donc, il faut une énergie pour former le premier noyau. Donc, voilà. C'est l'énergie de liaison pour former le noyau d'hélium. Pourquoi moins? Parce qu'on perd de la masse pour avoir de l'énergie. Alors, et moins aussi pour former le deuxième noyau. Et on aura la variation de l'énergie, delta E, qui n'est rien d'autre que moins l'énergie libérée. Alors, si on veut calculer l'énergie, la variation de l'énergie par la relation, c'est toujours l'énergie de liaison des réactifs, elle est positive, moins, parce que c'est perdu, l'énergie des produits. Voilà. C'est à prendre par cœur. L'énergie toujours de liaison des réactifs, moins l'énergie des produits. Je peux prendre un dernier exemple. Voilà, je prends la désintégration bêta-. Je vais aller plus vite, donc c'est toujours la même chose. L'état initial, nous avons le carbone 14. Donc dans l'état final, nous avons bêta-, un électron et le noyau d'azote. Voilà. Et puis, il y a le carbone, il ne passe pas directement en azote. Le carbone, ces nucléons, ils vont se dissocier. Donc, on doit lui donner de l'énergie pour séparer ce nucléon. Donc, plus l'énergie de liaison nécessaire. Donc, on n'a plus de noyau. On a 6 protons. 14 moins 6, ça fait 8 neutrons. Ces nucléons, ils vont se rassembler pour former. Ça, ce n'est pas un noyau, ce n'est qu'un électron. Elle n'a pas besoin d'énergie, mais c'est le noyau qui a besoin d'énergie. Donc, quelle est l'énergie pour former le noyau? On doit payer, on doit donner de la masse, donc on doit avoir moins, voilà, c'est perdu, moins une certaine masse pour avoir l'énergie nécessaire pour former le noyau. Alors, la variation de l'énergie, c'est toujours l'énergie finale moins l'énergie initiale. C'est delta E, elle est négative, donc égale à moins l'énergie libérée. Si on veut exprimer le bilan énergétique par la relation, donc c'est toujours l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Vous avez un seul réactif, un seul noyau, et dans les produits, vous avez un seul noyau. Donc on va voir ça dans les exercices avec des valeurs numériques. On va voir des diagrammes à compléter par les élèves. Avant de finir mon résumé, une petite remarque.
quand vous calculez l'énergie, alors vous calculez l'énergie d'un seul noyau. C'est l'énergie libérée par un seul noyau, que ce soit alpha, bêta moins, bêta plus, fission, bien fusion. Mais parfois dans les exercices, on vous donne un échantillon, une masse, 1 gramme, 2 grammes ou bien 1 milligramme, et on vous demande quelle est l'énergie libérée par toute la masse. Ben c'est facile, si vous connaissez l'énergie libérée par un seul noyau, il faut chercher combien il y en a de noyaux dans cette masse ou bien cette quantité. Voilà, on va rappeler la relation. Voilà, si vous voulez connaître quel est le nombre de noyaux dans un échantillon, soit vous connaissez la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro, ou bien vous avez la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Ça, c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode sans utiliser le nombre d'Avogadro. Soit vous prenez la masse que vous avez 1 gramme ou bien 2 grammes et vous la divisez par la masse d'un seul noyau. Alors, vous avez ici deux relations. Il y en a des exercices où on va utiliser la masse molaire et le nombre d'Avogadro. Si vous n'avez pas la masse molaire et le nombre d'Avogadro, vous prenez la masse de l'échantillon et vous la divisez par la masse d'un seul noyau. Je pense que c'est logique. Voilà, j'espère que c'est clair. À vous de relire et relire tout doucement, partie par partie, avant de commencer les exercices. Bon courage, merci.